Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien c'est à vous que nous choisissons de donner la parole pour une émission consacrée ce soir à la crise énergétique. Un mois après le début de la guerre, le prix des carburants continue de grimper. La facture s'alourdit chaque jour pour les Français. L'exécutif refuse de déployer des aides généralisées, mais annonce ce soir des aides ciblées, sectorielles, pour certaines filières et pour certaines zones géographiques. Et nous allons en parler ce soir avec vous, Sylvain Berrios. Bonsoir. Bonsoir. Député Horizon du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous ce soir aux côtés de Thomas Pellerin-Carlin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé, place publique. Merci d'être là ce soir. Et puis j'accueille également Anne-Sophie Alsif. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Vous êtes économiste chez BDO France, spécialiste des prévisions économiques. Vous serez en quelque sorte ce soir mon arbitre, l'arbitre de nos débats. Alors merci d'abord à tous les trois d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. J'ai autour de moi des routiers, des patrons, des automobilistes qui subissent la hausse de plein fouet. Vous avez fait vos comptes, vous nous présenterez la facture. Alors on ne va pas vous la payer, mais vous nous direz comment vous faites pour essayer de limiter ces frais et ce que vous attendez aussi du gouvernement. On va se parler, on va s'écouter, on va aussi essayer de se projeter. Cette émission est la vôtre, alors je compte sur vous parce que c'est vous qui allez la présenter en fait, je vous le dis tout de suite. Installez-vous confortablement chez vous, chaque voix compte, c'est parti. Mais oui, c'est ce qui s'appelle marcher sur des œufs. Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement annonce ce soir un plan de soutien à l'activité des secteurs économiques les plus touchés. Lesquels? Pas moins de 6 ministres rassemblés à Bercy pour faire ces annonces que l'on dit très ciblées. Thibault Hénoc. C'est une petite ligne qui suit le cours de la guerre et qui met les Français sur les nerfs. Ça fait très mal au portefeuille. On va plus toucher la voiture bientôt. Une inquiétude à la pompe, mais aussi dans les ports. À un moment donné, si le gazole continue d'augmenter, ça sera peut-être plus trop valable d'aller en mer. Ou encore chez les taxis. Pour nous, c'est une catastrophe. De nombreux secteurs sont touchés par des prix de l'énergie qui explosent, pétrole comme gaz, et qui ont inspiré au ministre de l'économie cette formule. Cette situation constitue un nouveau choc pétrolier. Depuis regretté. Car si les Français s'inquiètent de la hausse des prix, le gouvernement s'alarme aussi de celle du déficit. On a connu le quoi qu'il en coûte. Je crois qu'on peut dire que la maîtrise des finances publiques en transparence doit se faire quoi qu'il arrive désormais. Priorité à la maîtrise des finances publiques donc, un impératif qui dicte la réponse choisie par l'exécutif. Aucun chèque général, aucune mesure globale à l'aveugle ne seront efficaces dans la crise actuelle. Un choix plus contraint que voulu. La dernière crise qu'on pouvait se payer, c'était la crise de l'Ukraine. Donc la nouvelle crise géopolitique, on ne va pas se la payer. Donc l'ère des boucliers est terminée. Il n'y a plus un sou. À défaut de mesures générales comme une baisse des taxes sur l'essence, le gouvernement privilégie donc des aides ciblées. Elles visent les secteurs de la pêche, l'agriculture et les transports et prennent la forme d'aides à la trésorerie ou de prêts par la Banque publique d'investissement. Des mesures complétées ce soir avec une baisse des prix de 20 centimes sur le gazole marin et pour les transporteurs routiers. Et pour les agriculteurs, la suppression temporaire de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. En revanche, pas de feu vert du gouvernement aux mesures réclamées par les oppositions, à savoir une baisse de la fiscalité sur l'essence. Il n'y a pas d'argent magique en matière de crise. Nous avons toujours été là pour protéger les Français, mais nous savons aussi ce que ça coûte. Un gouvernement qui répète que la seule solution réelle est une issue à la guerre en Iran et une réouverture du détroit d'Ormuz. Une réouverture à laquelle la France a exclu de participer par la force. Anne-Sophie Alsif, on l'a compris, la boussole de l'exécutif, c'est le déficit. Avec une dette de 3 400 milliards d'euros, il y a peu de marge de manœuvre, donc en fait, on oublie les mesures qui arroseraient tout le monde. Oui, on les oublie. Et pourquoi? Il faut se rappeler ce qui s'est passé justement en 2022. Ça a été très bien dit. On voit qu'on a eu un quoi qu'il en coûte massif. Le problème, quand vous baissez la fiscalité, c'est quand vous allez en effet prendre votre essence, quels que soient vos revenus, vous gagnez 1 000 euros, 5 000 euros par mois, eh bien vous avez la même ristourne. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous n'avez pas un quoi qu'il en coûte ciblé? C'est que ça se termine quand vous avez un revenu plus élevé par de l'épargne. Aujourd'hui, on est à 18% de taux d'épargne en France. Donc l'idée, certes, on a le déficit, donc en effet, on n'a plus les moyens, c'est d'avoir vraiment des mesures ciblées
pour justement aider les secteurs qui sont vraiment très averses à l'augmentation des prix de l'énergie. Je pense que c'est ce qui va être fait, mais plus de mesures globales, puisqu'on voit qu'économiquement, ce n'est pas forcément efficient. Mais Sylvain Berrios, je voudrais revenir sur... C'est la phrase du jour et c'est peut-être la phrase même de ce semestre. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini et maintenant c'est le quoi qu'il arrive. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce quoi qu'il arrive ? Il faut comprendre ce quoi qu'il arrive, qu'après un quoi qu'il en coûte, l'État n'a plus d'argent, tout simplement. On n'a plus d'argent pour tout un tas de raisons, on pourrait y revenir, mais ce serait trop long. Donc désormais, il faut faire ça, il faut faire ce qu'on a à faire dans un cadre budgétaire qui est celui qu'on connaît et qui ne pourra pas évoluer. En tout cas, il faut faire attention à chaque denier. Ce qui n'empêche pas d'avoir des mesures. Oui. Mais ces mesures, elles sont de deux ordres. Ce sont des mesures, comme le rappelle le gouvernement, immédiates, d'urgence et catégorielles. Et puis des mesures de long terme qui relèvent là d'une stratégie énergétique. Et on peut considérer là qu'on a perdu quelques années. Là, ce soir, on est sur des mesures renouvelables mensuellement. C'est-à-dire, ce qui est annoncé, c'est pour un mois. Absolument. Et donc, il y a une clause de revoyure. Et dans un mois, on regarde le prix du baril, on fait quoi ? Dans un mois, on regarde le prix du baril, certes, mais aussi les professions qui sont touchées. Parce qu'on parle des infirmières, bien sûr, on parle des taxis, bien sûr, des camionneurs, des transporteurs, bien sûr, des pêcheurs, bien sûr. Mais vous avez aussi, notamment en région, tous ceux qui ont besoin de se déplacer, les aides à domicile. Enfin bref, vous avez beaucoup de gens qui sont des gros rouleurs et qui sont extrêmement impactés et qui ne vont pas changer demain leur voiture. Donc vous avez des mesures urgentes et puis vous avez des mesures de plus long terme qui relèvent d'une stratégie énergétique qui doit trouver tout son sens. Et je pense que c'est le travail sur lequel on doit agir maintenant. Thomas Pellerin-Carlin. Je suis assez frappé en fait du débat qu'on a parce qu'on fait comme si c'était la première fois de notre vie qu'on vivait un choc pétrolier. Ça dépend comment on compte, mais on en a vécu une demi-douzaine depuis 1973. Alors autant c'est pas de la faute des décideurs politiques français si Donald Trump fait n'importe quoi au Moyen-Orient. Autant c'est clairement leur responsabilité d'avoir renoncé à la planification écologique qui nous aurait permis de ne pas connaître cette crise-là. Aujourd'hui, par exemple, vous parliez des infirmières. Moi, il y a une infirmière à domicile chez moi en Normandie, dans la Manche. Elle est déjà passée à la voiture électrique depuis plusieurs années. Et du coup, la hausse des prix d'essence, elle ne la vit pas. Et toujours dans ma région, aujourd'hui, elle se dit qu'elle a bien fait d'investir dans une voiture électrique. Absolument. Aujourd'hui, toujours dans ma région, cette fois-ci dans le Calvados, Angélica, qui est auxiliaire de vie à Caen, elle n'a pas pu passer à l'électrique. Parce que quand on gagne 1 500 € par mois, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture, mais même une voiture à pétrole, on n'a pas les moyens d'en acheter une voiture neuve. Et donc pour ça, il y a des solutions. Le gouvernement a fait une expérimentation il y a 2 ans sur le leasing social, c'était bien, mais à un moment, il faut passer à la vitesse supérieure. Et donc là, comme mesure d'urgence, il faut investir dans l'écologie, par exemple, en donnant accès à 100 000 voitures électriques pour les auxiliaires de vie. Et ça, c'est une solution concrète, immédiate, qui peut être mise en place maintenant. Et il n'y aura pas besoin de la renouveler. Vous l'avez chiffré, cette mesure ? Absolument, c'est 0,6 milliards d'euros à comparer aux 100 milliards que nous a coûté la dernière crise des énergies fossiles. Alors, je vais m'adresser au gros rouleur en chef de ce soir. Christophe, où est-il, Christophe ? Christophe est là. Christophe, est-ce que Christophe peut avoir un micro, s'il vous plaît ? Le voici, le voilà. Christophe, vous êtes transporteur routier, c'est ça ? Vous avez 30 salariés. Combien de camions dans votre flotte ? 25. 5 ? 25. 25 camions. Quel surcoût depuis un mois de guerre ? On a eu une augmentation de 50% de nos achats de carburant. Donc sur des budgets autour de 100 000 € par mois, on a pris 50 000 € directement dans nos charges. Et ce sont des pertes sèches que vous ne pouvez pas répercuter sur vos clients ? Aujourd'hui, c'est trop brutal, hein. Ça a été violent comme situation. Et aujourd'hui, on est incapable de répercuter ça sur nos clients. Donc, il nous faut un peu de temps. Et là, aujourd'hui, la difficulté, c'est la violence de la situation qui fait qu'on est impacté immédiatement. Et le problème dans le transport, alors chez nous, comme chez tous nos adhérents de la FNTR, on a une problématique, c'est que les transports ne gagnent pas d'argent, on a avec des marges très faibles, et aujourd'hui toutes les trésoreries sont à sec, quoi. Et on a des dépassements d'encours chez nos fournisseurs de carburant. Les assurances ne couvrent pas les surplus,
Et aujourd'hui, il faut que les transporteurs trouvent de la trésorerie pour pouvoir acheter ce carburant en avance, alors qu'eux ne seront payés que dans un mois. Donc en fait, toute la difficulté réside aujourd'hui à comment gérer cette difficulté de trésorerie temporaire, le temps de se réorganiser pour tout ça. Ça a été beaucoup trop rapide. Et aujourd'hui, vu la difficulté qu'on rencontre dans les entreprises de transport, on pense qu'il va y avoir vraiment une hécatombe importante et rapide. Et une baisse de 20 centimes par litre, ça vous fait du bien ? Ça fera pas de mal, c'est une évidence. Mais encore une fois, on a pris 50 centimes. Donc c'est une folie, quoi. Une folie. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez vous-même pris des mesures pour limiter les dégâts, peut-être en laissant des camions à l'entrepôt On a réduit les temps de conduite, on a réduit les parcours, on a... Pardonnez-moi, j'ai une question bête, je ne suis pas routière. Vous réduisez les parcours, mais le client, il n'a pas déménagé pour se rapprocher de vos entrepôts. Donc, ça veut dire quoi, réduire les parcours ? Ça veut dire que le client, il perd du stock, il va avoir moins de stock dans sa cour et on va se donner du temps pour trouver des solutions pour pouvoir faire des choses économiques qui permettent de tenir la situation, quoi. L'électrification des camions, c'est un projet chez vous ? Chez moi, pas du tout. Nous, on travaille essentiellement avec des enlèvements dans la forêt. Donc, l'électrification dans la forêt, on y repassera. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas de chargeur. Il n'y a pas, non. Et il y a la problématique, effectivement, de recharger. Il y a la problématique de temps de charge aussi. Ça, c'est important. Là, on le voit aujourd'hui avec le carburant. On va tous faire le plein à la pompe des stations-service traditionnelles. On fait la queue et on perd beaucoup de temps pour attendre notre tour. Et là aussi, ça nous coûte de l'argent. Chaque chauffeur qui est en attente, il est payé. Donc ça coûte aussi. Donc tout ça, ça fait des coûts et ça nous donne une idée de ce que pourrait être la solution électrique avec des temps de chargement beaucoup trop longs et beaucoup trop importants. Oui. Pour vous, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est une fausse solution. Tout à fait. Ça peut marcher sur des faibles kilométrages, sur des recharges possibles la nuit, des choses comme ça. Mais sur des grands kilométrages, aujourd'hui, c'est impossible. Et le deuxième énorme problème, c'est que les camions valent 3 fois le prix d'un camion classique. Et quand vous avez des entreprises qui sont déjà justes en termes de trésorerie, oui, l'investissement est impossible. 3 fois plus, c'est plus possible. Sans compter qu'aujourd'hui, l'investissement chez les transporteurs, c'est quelque chose qui commence à les fatiguer. Et on voit bien qu'ils jettent un peu l'éponge. Donc on aura... Mais vous-même, vous vous dites que la pérennité de votre entreprise, elle est en jeu aujourd'hui ? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. On va mettre sur les clients le transfert de ce surcoût, mais on va le mettre sur 2-3 mois. On va mettre l'entreprise en danger pendant 2-3 mois. Nous, on va pouvoir tenir, mais on a beaucoup de confrères qui ne tiendront pas parce qu'ils n'ont pas cette capacité à tenir en trésorerie. Et on aura des évolutions importantes sur le marché. Mais au final, il faut savoir une chose, c'est que ce seront les consommateurs finaux qui paieront la facture et l'addition. Ce ne seront pas les entreprises parce qu'elles répercuteront. Et on va voir dans les semaines et les mois à venir une inflation très forte qui va revenir. Les mesures de paiement différé, c'est des mesures qui vont vous aider aussi ? Oui, c'est indispensable. Là, c'est vrai que c'est dans le cas d'une crise qu'on refuse d'appeler choc pétrolier. On a eu ce débat sémantique cette semaine avec Roland Lescure qui a regretté avoir prononcé ces mots parce qu'il estimait que ça ne concernait pas la France et que sans doute un choc pétrolier, ce serait inscrire cette crise dans la durée. Or, on le voit, les mesures qui sont annoncées ce soir, c'est des mesures mensuelles, on vient de le dire. Donc, pour l'instant, on est à même de faire des gestes qui vont quand même coûter. On est, pour le moment, si on chiffre ces mesures, on est autour de 60 millions d'euros par mois. Bon, c'est, encaissable. C'est pas des mesures qui vont creuser notre dette, Anne-Sophie. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes volumes qu'on a eu pendant le quoi qu'il en coûte. Donc, en effet, c'est beaucoup plus possible d'encaisser ça à court terme, si encore une fois, ça ne dure pas trop longtemps. La difficulté, on le voit, c'est que, rappelons-nous la situation dans laquelle on sort. On n'a pas eu de budget pendant des mois. Ça, c'est un impact direct sur les défaillances d'entreprises et notamment dans certains secteurs industriels. Donc, beaucoup d'entreprises ont été touchées par cela et aujourd'hui, on attendait d'avoir de la visibilité. On se retrouve avec un choc énergétique. Donc, beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises de taille intermédiaire, c'est encore un nouveau choc. Et c'est ça qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir se projeter, eh bien là, on doit encaisser ça en termes de trésorerie et c'est en effet pour ça qu'il faut qu'il y ait une aide.
Il y a une manifestation, une mobilisation des routiers qui est annoncée pour demain, avec des barrages filtrants, par exemple, à Lyon ou à Clermont-Ferrand, et des opérations escargots annoncées pour lundi. Alors, il est trop tôt ce soir pour dire si ces opérations vont être suspendues. Est-ce que vous percevez la colère aussi de tous les routiers aujourd'hui ? La colère est très forte. Aujourd'hui, on essaye de tempérer, nous en Normandie, on essaye de tempérer les ardeurs de tous nos collègues transporteurs. Je sais que sur la région du Sud-Ouest, le PACA, Nantes, Île-de-France, le Lyonnais, vous me l'apprenez, mais ça monte très très fort et on craint effectivement de ne pas maîtriser ce qui va se passer sur le terrain. C'est un petit peu comme avec les paysans qui font un peu d'eux-mêmes, qui prennent des décisions d'eux-mêmes de faire des manifestations où on ne maîtrise rien, quoi. Sylvain Berrios, c'était important que ces mesures ciblées, elles visent en particulier cette catégorie des transporteurs routiers ? C'est important que ces mesures catégorielles visent tous ceux qui en ont besoin immédiatement. On est dans une crise énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui survient subitement et auquel on doit répondre. Et, il faut écouter ce que vous nous dites et ce que nous disent tous ceux qui ont besoin de carburant pour pouvoir vivre au quotidien. Et oui, bien sûr, ces mesures catégorielles sont utiles. Alors, encore une fois, elles ne peuvent pas être permanentes. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? En fait, on a besoin de résoudre une crise, donc une situation immédiate. Ça, vous avez parfaitement raison. Et on doit être capable d'entendre et de mesurer. Et c'est ce que fait le gouvernement, d'ailleurs, géographiquement. Où est-ce qu'on doit mettre les moyens pour soulager et faire en sorte que l'économie, d'ailleurs, ne soit pas à l'arrêt. Mais il y a la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Et ce que rappelait mon collègue tout à l'heure, c'est que en fait, cette stratégie énergétique, en fait, elle remonte à loin, elle a été un peu lisible, un peu stop and go. Désormais, si on veut que cette crise ne revienne pas avec la même puissance, eh ben, il va falloir adopter une crise énergétique qui nous en protège, une stratégie énergétique qui nous en protège. Permettez-moi d'ajouter que la situation de la guerre au Moyen-Orient, et notamment les situations des détroit d'Ormuz, n'impactent pas que le carburant. Vous avez dedans tous les éléments qui sont liés, par exemple, à l'agriculture et à l'engrais. Donc vous allez avoir des mesures catégorielles qui ne sont pas uniquement des mesures sur le carburant. Vous me faites une transition toute trouvée, Monsieur Berrios, parce que je voudrais donner la parole à Jacques. Jacques Doumézel, où êtes-vous ? Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur commercial de l'entreprise Microplast. Absolument. C'est vrai qu'on parle du pétrole. Vous travaillez avec des dérivés du pétrole. Et vous aussi, vous subissez cette crise de plein fouet, n'est-ce pas ? Complètement, puisque tous les produits que nous mettons en œuvre, donc les matières plastiques, sont pour le principal donc des matières qui sont pétro-sourcées. Et à partir de là, donc, on est complètement impacté par cette crise. Dans quelle proportion ? La proportion, elle est, je dirais, directement liée au coût de notre matière. La matière plastique dans la composition de nos produits, c'est de 35 à 75%. Donc il est évident que quand une matière qui représente 35 ou 75% de notre prix de revient s'envole de 20, 30, 40 ou de 50%, c'est la catastrophe. Parce que c'est une matière première que vous achetez où ? Cette matière première, elle est achetée auprès de distributeurs, mais pour le principal, donc c'est d'origine au Moyen-Orient. Donc potentiellement, elle est bloquée dans le détroit d'Ormuz aussi. Elle peut être potentiellement bloquée. Si elle n'est pas bloquée, on a effectivement cette incidence sur les coûts. Et troisième élément, des retards qui peuvent s'afficher. Et donc ça veut dire, pour nous, une planification de production qui est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut arriver, non seulement votre matière première, elle coûte plus cher, mais en plus, vous avez un risque de ne pas la recevoir, vous avez un risque de pénurie. Est-ce que vous parlez de la planification, mais ça veut dire que vous envisagez à un moment d'arrêter des lignes de production, de dire à des clients que pour le moment, on est obligé de couper le robinet ? Alors, on pourrait être contraint à cela, mais je dirais que la particularité au niveau de l'entité Microplast, c'est qu'on a l'avantage d'être diversifié dans nos activités, multisecteurs et une grande diversité de clients. Ce qui fait qu'on travaille un grand panel de matières, et ce grand panel de matières fait qu'on est un petit peu moins contraint que certains de nos confrères qui sont plutôt monosources, monosecteurs, avec que quelques matières. Et là, effectivement, pour eux, ça peut être très douloureux, parce que s'ils se trouvent en situation de pénurie ou avec une forte augmentation, cette résilience, ils ne l'ont pas, telle qu'on peut, nous, l'avoir aujourd'hui. Est-ce que vous répercutez la hausse que vous subissez
sur vos clients? Est-ce que vous arrivez à négocier avec eux? Parce que c'est des contrats, j'imagine, qui sont signés longtemps à l'avance. Oui, absolument. Donc avant le début de la guerre. C'est des contrats qui sont signés d'avance, c'est des contrats qui sont signés avec des gros donneurs d'ordre, un constructeur automobile, des structures dans le monde du nucléaire ou de l'électrique ou de l'électronique. Donc ce sont des gens qui ont un poids certain vis-à-vis de nous. Et il est évident qu'on ne peut pas aujourd'hui retranscrire donc, dans l'intégralité la hausse dans sa globalité. Donc ça veut dire ce sera l'année prochaine? Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, on se bat pour tenir donc nos marges, mais il est clair que notre marge brute et comme notre marge nette va être sensiblement impactée par cette crise. Est-ce que vous avez des élus devant vous? Est-ce que vous avez des questions à leur poser précisément? Des questions, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de... Enfin, la question, elle n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer tout de suite. Moi, je pense qu'il y a ce que l'on a pu faire au niveau de notre entreprise sur notre capacité à réduire les coûts, à diversifier nos activités pour être un peu davantage résilient. Je pense que c'est ce à quoi il faudrait que l'on arrive aujourd'hui pour on mette en place des dispositifs qui aident les entreprises à récupérer tout de suite une capacité d'investir, de se diversifier, d'avoir des outils plus pertinents, puisqu'il est très clair, et on a un exemple fabuleux chez nous, on a rapatrié, et c'est aujourd'hui notre premier marché, des produits, des coques de téléphone qui étaient initialement injectés en Chine. Avec le bilan RSE, on se rend compte que tout ça, ça traînait sur des bateaux, donc ils sont peut-être aujourd'hui coincés, et on injectait et on rentrait ces coques-là, injectées Chine. Aujourd'hui, à Prérigny-sur-Nière, on fait... Injectées pour les non-spécialistes du plastique. Donc c'est réaliser la coque. Aujourd'hui, on fait 1 500 000 € de coques de téléphone à Périgny-sur-Nière, en substitution d'importation de Chine. Et on l'a fait pourquoi? Parce qu'une presse en France ne coûte pas plus cher qu'une presse qui injecte en Chine. Ceci étant, il y a un environnement, il y a de la robotisation, il y a de l'automatisation qu'il faut absolument apporter. Et ce n'est pas perdre de l'emploi en faisant ça, bien au contraire, ça permet de sécuriser les boîtes. Et ça, je pense que si on pouvait aujourd'hui mettre en place des dispositifs de financement, d'accompagnement, où on a de l'efficacité, de l'efficience, pas d'inertie, et absolument un retour rapide, je pense qu'on gagnerait en efficacité. Thomas Pellerin-Carlin. Vous avez complètement raison. D'autant plus qu'il faut appeler un chat et un choc pétrolier. Et là, on parle que du pétrole, mais c'est aussi un choc gazier qu'on est en train de vivre. C'est le deuxième choc gazier de notre histoire. Donc la situation, elle va durer. Combien de temps, on ne sait pas. Mais elle risque de durer très longtemps, des semaines, des mois, peut-être même des années. Pourquoi? Parce qu'en fait, Trump n'a pas de plan. Netanyahou, c'est un criminel de guerre dont le plan depuis 3 ans, c'est de mettre l'intégralité du Moyen-Orient à feu et à sang. Gaza, l'Iran, le Liban, et encore plus si jamais il le souhaite. Et Khamenei, le nouveau dictateur iranien, lui aussi pense que la guerre le renforce. Et il a massacré plus de 30 000 Iraniens déjà, et il va continuer. Donc, nous, tant qu'on dépend du pétrole et du gaz, on va continuer à vivre dans ce contexte-là. Et donc, il faut qu'on soit capable de devenir plus résilient. Prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, on a beaucoup de chaleur qui est utilisée dans l'industrie à des basses températures, 72 degrés, 150 degrés. Aujourd'hui, c'est beaucoup le gaz qui est utilisé pour faire ça. On peut tout à fait basculer du gaz vers autre chose. Dans la ruralité normande, par exemple, du bois énergie, on l'utilise pour chauffer des EHPAD, on peut l'utiliser pour produire du pain. Je pense par exemple aussi à Lactalis à Verdun, qui, grâce à l'entreprise bordelaise Newit, est passée au solaire thermique, utilise la chaleur du soleil pour fabriquer du lait en poudre. Mais tous ces éléments-là, et votre intervention le souligne, ça demande un besoin d'investissement. Et il faut qu'on aide, il faut que la puissance publique soit là pour aider. Et donc, mais il n'y a plus de sous. Mais c'est rentable. C'est rentable. C'est-à-dire que l'investissement d'aujourd'hui, c'est la rentabilité de demain. Enfin, on s'y retrouvera. Absolument, mais c'est vraiment comme... Quand on a vécu le premier choc pétrolier, en 1973, une des réactions de l'État français, c'était d'investir dans la filière nucléaire civile. Ça a mis des années. Les réacteurs nucléaires ont vraiment commencé à produire dans les années 80, 7 ans après. Mais ça a vraiment amoindri le coût des chocs pétroliers qu'on a connus en 1990, en 2014, en 2021 encore.
Et donc, il faut aussi avoir cette véritable politique industrielle où la puissance publique intervient. Ces choses-là, elles sont rentables. Aujourd'hui, investir dans un camion électrique, investir dans une voiture électrique, investir dans une pompe à chaleur, investir dans du solaire thermique, c'est rentable. Et ce sera d'autant plus rentable que les entreprises auront la capacité d'emprunter à des taux d'intérêt faibles. Il y a aussi, pour certains publics, notamment les plus pauvres, besoin de subventions. Et là, il y a un choix politique à faire. Encore une fois, la dernière crise, l'État français a dilapidé de l'argent il y a 4 ans pour sauver les énergies fossiles. Ça nous a coûté 100 milliards d'euros. Il faut absolument qu'on évite de faire la même erreur. Vous parliez du bouclier tarifaire. Absolument. Et pour ça, il y a besoin d'investissement. Il n'y a que par la transformation écologique. C'était pas pour sauver l'énergie fossile à l'époque, c'était pour aider ceux qui étaient impactés par la hausse des prix après le début de la guerre. Mais ça a été aussi fait à une époque où Emmanuel Macron a fait un tournant anti-écologique, notamment au niveau européen, et a mis une pression maximale pour revenir en arrière sur des avancées écologiques. Et aujourd'hui, on paye aussi le prix de renoncement écologique d'Emmanuel Macron. Si aujourd'hui, on avait plus de voitures électriques, c'est très simple, chaque Français qui peut accéder à une voiture électrique, c'est un Français qui est protégé de l'inflation. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, concernant l'investissement, je pense que c'est vraiment la variable très importante, puisqu'en effet, le modèle de croissance français se base beaucoup sur la consommation des ménages. Et il y a souvent, en effet, l'idée de faire une politique budgétaire expansionniste pour justement avoir de la croissance. Et ce qui nous différencie notamment des taux de croissance américains, c'est vraiment le niveau d'investissement qui est beaucoup plus faible en Europe. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans et la guerre en Ukraine, ce taux d'investissement est redevenu positif dans d'autres pays, notamment en Allemagne, qui a fait un grand plan d'investissement. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette crise, on le voit cette année, on a une contribution de l'investissement des entreprises qui redevient positive à la contribution de la croissance, soit obérée par cette crise énergétique. Mais à mon sens, pour que ce soit le cas et pour rebondir par rapport à ce qui s'est dit, je pense que pour les entreprises, la difficulté, c'est d'avoir un cap et d'avoir une vision sur le long terme. Et ce n'est pas toujours évident. On se souvient l'année dernière, quand on a eu les débats sur le budget, en disant en effet, il faut une planification écologique sur la pompe à chaleur ou dans le domaine de la construction, et qu'on change en quelques mois 15 fois la prime rénov', je ne vois pas comment l'entreprise peut se projeter. Donc ça, je pense que c'est assez important. C'est très bien de dire qu'il faut investir, ça, d'accord à 300%, mais il faut aussi que les entreprises aient un cap, une vision, et de savoir que sur plusieurs années, l'environnement va rester identique, et donc elles pourront avoir un retour sur leur investissement. Je voulais donner aussi la parole à Inès. Bonsoir Inès, où êtes-vous ? Alors, je vais vous demander de prendre un micro. Inès, vous n'êtes ni transporteur routier, ni fabricant avec du plastique. Vous êtes étudiante à Paris, mais vous vivez dans l'Eure, à une centaine de kilomètres de la capitale, et vous faites le trajet chaque jour, c'est ça, en principe. Vous faites un plein par semaine ? Environ. Ça peut aller jusqu'à 10 jours, mais généralement, c'est plus entre 5 à 7 jours. Et là, vous avez renoncé ? Actuellement, oui, je ne viens plus en voiture. Plus du tout. Vous prenez le train ? Oui. Parce que depuis 1 mois et le début de la guerre, faire le plein toutes les semaines, ça vous coûte combien en plus ? Alors, à la base, j'étais à pratiquement entre 180 et 200 euros d'essence par mois, et là, je suis passée à 290. Et ça devient impossible pour vos finances d'étudiante ? Actuellement, c'est plus possible, c'est plus envisageable du tout. Mais est-ce que dans les solutions que vous avez trouvées, donc vous prenez le train, mais il faut quand même aller à la gare, donc il faut quand même mettre de l'essence, est-ce que vous vous dites, il faudrait que je fasse un emprunt pour prendre une voiture électrique avec le nombre de kilomètres que je fais ? Est-ce que vous êtes déjà dans cette réflexion ? J'y ai pensé déjà juste à changer de voiture, parce que ma voiture est une essence. Donc j'avais pensé à prendre une voiture qui consommait moins. Mais je travaille depuis 2 ans et acheter une voiture... Parce que vous travaillez à côté de vos études, c'est ça ? Vous donnez des cours ? C'est ça, à domicile. Donc ça fait que le budget essence, il monte 2 fois plus et ça recouvre à peine les gains. Et vous espériez, j'imagine, des mesures d'aide. Vous n'êtes pas dans une catégorie professionnelle concernée par les aides annoncées ce soir. Vous êtes déçu ? En soi, je m'y attendais. Le seul fait, c'est qu'on ne pense pas beaucoup aux étudiants. Parce que, en fait, moi, je dois aller à la gare de Bonnières, sur Bonnières-sur-Seine, qui est à 25 km de chez moi. Parce que la gare de chez moi, elle, par contre, elle n'est pas... le pass Navigo ne passe pas. Et si je veux aller dans cette gare-là, ça fait 120 € d'abonnement par mois, en plus du pass Navigo, qui était déjà... je suis encore actuellement en train de le payer. Donc, on a eu une aide en début d'année de 500 € pour l'aide à la mobilité, mais 500 €, ça recouvre juste le prix du pass Navigo. Ça ne recouvre pas les déplacements qui ont été faits en voiture, les déplacements qui sont faits pour les abonnements en plus, pour les gens qui viennent de l'Eure. Après, j'avais une fac à Rouen, mais à Rouen, j'ai quand même 1 heure de route. Donc, en fin de compte, ça me fait payer quand même un abonnement, ça me fait payer encore de l'essence. C'est la même situation.
Sylvain Berrios, c'est vrai, quand on fait des mesures pour les pêcheurs, pour les transporteurs routiers, c'est très bien pour eux, mais typiquement les étudiants, dans le cas d'Inès. Oui, alors Inès, en plus, c'est un cas vraiment... C'est un peu singulier, parce que c'est... Mais chaque cas est singulier, monsieur Berrios. Chaque cas est singulier, mais là, c'est un cas vraiment singulier, parce que c'est une étudiante qui est hors de sa région, qui va travailler et qui va étudier en région parisienne. En région parisienne, ou en Ile-de-France, il y a eu le pass Navigo, qui est quand même une bonne chose, qui a baissé de façon considérable. La métropole du Grand Paris a apporté des aides pour permettre d'acheter des véhicules électriques, y compris d'ailleurs pour les professionnels. Et là, c'est vrai que le cas qui est envisagé ici est un cas singulier et qui pose la question en fait du transport entre les régions, entre les départements et de la capacité à mailler le territoire sans qu'on soit obligé d'utiliser sa voiture. Et c'est ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, vous avez des situations où on doit intervenir immédiatement, parce que c'est une situation de crise, et puis ensuite, on doit savoir ce qui se passe après. Et le après, c'est une stratégie de long terme à la fois énergétique, mais également pour répondre à votre question. Votre question, en fait, pose deux sujets. C'est un, le sujet du maillage de transport, et deux, le sujet du logement. Parce que, elle aurait pu venir habiter à Paris si c'était moins cher, peut-être. Exactement. Le sujet du logement étudiant revient. Et donc, tout cela procède d'une politique publique de plus long terme. Donc, encore une fois, vous avez une situation de crise immédiate et d'investissement, vous avez raison, parce que vous dites qu'on n'a plus d'argent. En réalité, on n'a plus d'argent sur le quoi qu'il en coûte social. Mais est-ce qu'on est capable de dépenser de l'argent, y compris de s'endetter pour investir ce qui nous rapportera plus tard? Là, c'est un autre choix. Et ce choix-là est possible. Mais finalement, c'est ce qu'on fait aussi en aidant les pêcheurs. C'est-à-dire qu'aider un pêcheur aujourd'hui, c'est peut-être... c'est aussi ce qu'on fait en aidant les pêcheurs ce soir. C'est-à-dire aider un pêcheur aujourd'hui, c'est éviter de payer la fermeture de sa pêcherie dans un mois si on ne l'a pas aidé aujourd'hui, non? Là, on a une mesure catégorielle immédiate. La mesure d'investissement pour le futur, ce serait l'aider et l'accompagner pour des nouveaux bateaux qui coûtent 3, 4, 5 millions d'euros parfois. Donc c'est ça le sujet. Lorsqu'on parle d'injecter les coques, c'est des investissements qui sont un peu plus lourds et qui sont à plus long terme, mais on voit ce que ça nous rapporte à la fin. Mais ça empêche de les faire venir des plateformes chinoises dans des petits colis aussi, les coques. À investir, c'est-à-dire une dépense publique d'investissement, et donc qui rapportera, est différente de notre dette, qui est une dette aujourd'hui d'accompagnement social à l'économie ou, d'une façon générale, une dette qui est mangée par nos dépenses de fonctionnement. C'est vraiment un sujet à long terme qui ne répond pas immédiatement à votre question, puisque votre question à vous, c'est effectivement maintenant comment je fais. Et là, cette crise pour vous, hélas, là, je crains qu'il n'y ait pas de mesure catégorielle pour votre situation précise. Thomas Pellerin-Carva. Si, il y a une solution très très simple. Encore une fois, ça s'appelle le leasing social pour la voiture électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous, comme des centaines de milliers de Français, si le gouvernement le souhaite, si le gouvernement élargit le leasing social, vous pouvez avoir accès à une petite voiture électrique. Pour avoir en gros, c'est en gros une R5 électrique ou plus petit que ça. Vous l'avez tout de suite, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Par contre, vous payez un loyer. Qui est de Le loyer, c'est à voir en fonction du niveau de subvention de l'État, mais en gros, c'est à peu près 120 € par mois. Vous êtes prête à les mettre, les 120 €? Laissez-moi finir, parce que c'est important, parce qu'en fait... Peut-être que ça ne sert à rien d'aller plus loin dans la démonstration si elle n'a même pas les 120 € en tant qu'étudiante, chaque euro compte. En fait, c'est important, parce que vous avez dit que vous payez combien d'essence? 200, 300 € par mois, c'est ça? Oui, entre 200 et 300. Voilà, donc déjà, vous payez ça chaque mois entre 200 et 300 € par mois. Là, demain, vous ne payez plus d'essence parce que vous avez une voiture électrique. Ce que vous payez, c'est le loyer, 120 €. Et l'électricité, si vous pouvez recharger chez vous, vous serez, on pourra faire les calculs après l'émission, mais de l'ordre de 70 à 80 € par mois. Voilà. Donc le leasing social, c'est un vrai investissement qu'il faut, c'est une vraie solution de pouvoir d'achat. Et il n'y a que par cette transition vers l'électrique qu'on réussira à s'en sortir. Ça vous tenterait? Vous aviez essayé d'ailleurs d'être candidate au leasing social quand il a été lancé, mais alors voilà, il y avait eu beaucoup d'appelés et peu d'élus en l'occurrence. Le gouvernement avait proposé d'ouvrir un peu plus grand les vannes. Honnêtement, non, pas tellement. J'y avais pas pensé parce que les voitures électriques, c'est pas forcément ce que je préfère. Avec l'autonomie qui n'est pas tout le temps géniale. Puis après, s'il y a plus de voitures électriques, j'imagine que l'électricité augmentera aussi par la suite. Donc au final... Allez-y, vous pouvez lui répondre. En fait, en France, et surtout en Normandie, parce que vous êtes aussi normande, on a plein d'électricité. Je vous donne un exemple très concret. Nos centrales nucléaires, aujourd'hui en Normandie, elles ne fonctionnent même pas à plein régime.
parce qu'on n'a pas assez de demande d'électricité. Donc le nucléaire normand, il peut produire chaque année environ 18 TWh. L'année dernière, il a fait que 16. Donc en fait, si jamais demain, il y a des gens comme vous qui passent à l'électrique, on va consommer beaucoup moins de pétrole, et ça va être très bien. On n'aura même pas une hausse des prix de l'électricité, parce qu'en fait, on a une électricité extrêmement abondante. Et si je vais même un peu plus loin, le coût du réseau électrique, il va même légèrement baisser, parce que, a priori, vous allez recharger plutôt la nuit, plutôt à un moment où en fait, on consomme peu en France. Et donc, en réalité, c'est une vraie solution de pouvoir d'achat, c'est aussi une vraie politique industrielle, c'est aussi un vrai élément de relance de l'économie. Je prenais l'exemple de la R5 électrique, mais encore une fois, il y a plein d'autres modèles qui sont éligibles au leasing social. Le moteur, il est fait à Cléon, on reste encore une fois en Normandie. La batterie, elle est faite à Dunkerque par l'entreprise Vercor. Et tout ça, c'est des véhicules qui sont fabriqués en Europe, fabriqués en France, et qui vont aussi contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers de l'industrie automobile qui, eux aussi, font face à une crise depuis quelques années. Alors, à défaut de chèque énergie, les Français s'adaptent. Les frontaliers, surtout, qui, eux, se sont rapidement adaptés en allant en Italie ou en Espagne faire le plein, puisque là-bas, l'essence a baissé de 20 à 30 centimes par litre. D'autres se ruent en ce moment sur le boîtier de conversion au bioéthanol. Reportage explication, Stéphanie Despierres. Depuis 6 ans, ce garagiste propose de transformer sa voiture pour rouler avec de l'éthanol, bien moins cher que l'essence. Il suffit d'installer un petit boîtier sous le capot. C'est le boîtier de conversion éthanol. C'est un boîtier électronique qui récupère les données de votre voiture et ça vous permet de rouler avec de l'éthanol dans votre voiture. C'est très important de mettre ce boîtier parce que si vous ne le mettez pas, vous risquez une casse moteur éventuellement. On peut dire que ça va entre 650 € à 1 200 € dans certains cas. Pour un rouleur qui fait à peu près 12 à 15 000 km par an, le boîtier est amorti en 7-8 mois. On peut poser ce système sur toutes les voitures essence fabriquées après l'an 2000. Depuis le début de la guerre en Iran et surtout ces 2 dernières semaines, Michel est assailli de demandes. En règle générale, on a à peu près 6-7 demandes par semaine. Et là, c'est quasiment ce qu'on a par jour. Ah oui. Donc c'est dingue. À la pompe, la comparaison est flagrante. 1,94 € le litre de samplon 95 contre seulement 74 centimes le litre d'éthanol. Alors cet automobiliste fait un plein un peu particulier. J'ai mis 10 litres d'essence et le reste je vais le mettre en éthanol, 20 litres d'éthanol. Ce conducteur mélange les carburants car une voiture à l'éthanol consomme un peu plus qu'une 100% essence. Mais rouler au biocarburant reste très rentable. Montant de la facture, 34 € au lieu de 60 € s'il n'avait mis que de l'essence. Il a installé un boîtier sur sa voiture bien avant l'envolée des cours du pétrole. On paye une fois 600 €, mais au bout de 10 plans, c'est remboursé en vrai. Seul 1% des automobilistes roulent à l'éthanol. Tous les autres doivent donc trouver d'autres alternatives. Au Pays Basque, les Français passent côté espagnol pour faire le plein. Quelques minutes d'attente, quelques kilomètres de plus pour quelques dizaines de centimes de moins qui font la différence. À Bayonne, le litre de gazole est à 2,09 € contre 1,73 € ici, à Fontarabie en Espagne. Dans cette station, 80 à 90% des clients sont français. On subit, on est obligé. On est obligé. Et c'est vrai que le fait de partir en Espagne, c'est moins cher, on en profite aussi, c'est bien. Il ne faut pas se leurrer, on va avoir des augmentations en veux-tu en voilà. En France, on n'est pas encore apte à baisser la TVA. De ce côté-ci des Pyrénées, le Premier ministre vient de diviser par 2 la TVA sur les carburants jusqu'au 30 juin. L'écart de prix entre la France et l'Espagne est donc encore plus grand qu'en temps normal. Alors, 2 choses. D'abord, ce boîtier de conversion au bioéthanol, comment ça se fait qu'il n'est séduit que 1% des Français aujourd'hui ? J'imagine par défaut d'information, oui. Essentiellement. Là, on voit que l'information, elle commence à circuler parce que tous les garages qu'on a contactés crée des situations où sont chacun débordés. va chercher le moyen de continuer à rouler avec sa voiture habituelle. Mais... Ouais. Peut-être un point, le bioéthanol, il ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est fabriqué notamment, c'est souvent appelé biocarburant parce qu'il y a des lobbyistes qui ont bien fait leur boulot. On devrait appeler ça des agrocarburants. C'est issu de l'agriculture et ça dépend comment c'est fait. Mais dans le monde entier, une grande partie de ces agrocarburants sont faits à partir de maïs, par exemple, qui sinon peuvent être utilisés pour la consommation animale ou la consommation humaine. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer à grande échelle. Ça peut avoir un intérêt dans certains domaines. Ça a un intérêt notamment, en réalité, dans le monde actuel, ça devrait avoir un intérêt pour notre armée.
parce que notre armée elle roule aussi au pétrole et il faut qu'elle soit capable de défendre la liberté de la France. Et pour ça, avoir des agrocarburants pour les militaires, c'est quelque chose d'essentiel. Mais les gens qui, et c'est le cas à Bruxelles, notamment de l'extrême droite, qui disent qu'on peut faire des biocarburants pour absolument tout le monde, pour ralentir le passage à l'électrique, en fait, on n'a pas la nourriture pour ça, sauf affamer le monde. Ce qui s'est passé la dernière fois aussi, aux États-Unis par exemple, ils ont développé du coup les agrocarburants et notamment la consommation de maïs. Le prix du maïs dans le monde a augmenté et à la fin, c'est de l'inflation alimentaire pour tout le monde, pour les gens très pauvres qui n'arrivent pas à se nourrir, mais aussi pour nous. Et donc, il ne faut pas non plus partir dans un truc, une sorte de fausse bonne solution où, pour baisser un peu les prix du pétrole, on augmenterait le prix de la nourriture. Oui. C'est ce qui fait qu'on ne trouve pas du bioéthanol non plus dans toutes les stations-service. C'est pas un carburant aussi disponible en fait? C'est ça, il y a vraiment une limitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de produire plus d'agrocarburants. Alors que passer à l'électrique, c'est très facile. Et encore une fois, en France, on est capable de produire plus d'électricité qu'on en consomme. Et donc là, vraiment, si on était capable de passer du pétrole à l'électricité, on aurait en fait un vrai gain économique pour le pays. Un mot, Anne-Sophie Elsif, sur les frontaliers qu'on a vus aller faire le plein en Italie et en Espagne, tout en disant c'est parce que chez nous, ils n'ont pas encore baissé le prix de l'essence. Bon, c'est une mesure qui n'arrivera pas, on l'a compris. D'autant que David Amiel, le ministre des Comptes publics, l'a redit ce matin, toute dépense publique nouvelle qui pourrait être rendue nécessaire par la crise énergétique entraînerait une annulation d'une dépense qui était prévue à l'euro près. Et on a vu que c'est ce qui s'est passé en Italie avec l'annulation de certains crédits de l'éducation nationale pour permettre de baisser le litre d'essence de 25 centimes. Là, les mesures qui sont annoncées ce soir, c'est des mesures où on va devoir rogner sur certains budgets ou ça va passer parce que c'est des mesures très ciblées qui vont concerner finalement quelques milliers de personnes? Oui, c'est ça le pari du gouvernement, c'est que ça reste très ciblé pour que justement il y ait un impact très limité sur le budget. Quand on voit la situation de l'Espagne, c'est pas du tout la nôtre. Eux, ils ont une situation de déficit qui est bien moindre. Exactement, voilà, c'est aujourd'hui. Bon, en tout cas, économiquement, c'est une forte croissance économique. Ils ont en effet un déficit donc de 3%, donc ils sont pas du tout dans la même situation budgétaire. Et puis l'Italie, ils sont plus endettés que nous, mais c'est en excédent primaire. C'est-à-dire que par exemple, quand vous regardez le déficit et vous retirez la charge de la dette, ils sont en excédent. Donc c'est vrai que cette situation différente des finances publiques fait qu'il y a des marges de manœuvre qui sont assez différentes. Et là, on l'a très bien dit, quand on a cette fameuse charge de la dette qui augmente, et bien là, concrètement, la charge de la dette, on ne peut pas dire on la paie, on ne la paie pas, c'est une contrainte. Et bien, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de payer. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, le but du gouvernement, c'est des mesures très ciblées. Ils espéraient dans le scénario où le conflit s'arrête, en tout cas sur le détroit d'Ormuz, et de se dire, on aura un choc inflationniste, mais qui restera contenu. Après, il faudra voir si c'est le cas. Je voudrais donner la parole à Fadil. Où êtes-vous, Fadil? Bonjour. Bonsoir, Fadil. Bonsoir. Alors, vous, votre spécialité, c'est les pompes à chaleur, c'est ça? C'est ça. En fait, on a un réseau d'agences qui fournissent en fait les installateurs. On a plusieurs agences en France. Donc, je suis directeur régional. Oui, écoutez, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a eu cette tendance de pompe à chaleur. Alors, plus que tendance, c'est vraiment une solution qui répond qui répond complètement à notre volonté de transition énergétique, de répondre aussi à l'électrification de masse. On est vraiment alignés. Et en fait, on accompagne les installateurs dans leurs projets d'installation vraiment spécialistes génie climatique. Nous, on est vraiment un réseau de distribution spécialiste génie climatique et on propose et on accompagne les installateurs dans tous leurs projets. Donc en ce moment, le téléphone, il sonne beaucoup plus qu'avant? Oui, alors on estime à 10 à 15% de plus au niveau de la demande. Après, la grande problématique qu'on rencontre, alors bien sûr, je rejoins la logistique transport, parce qu'on livre les machines sur les chantiers. On accompagne les nouvelles réglementations qui tombent, qui s'annulent, qui reviennent. On entend les bureaux MaPrimeRénov' qui reviennent, les certificats d'économie d'énergie. Enfin, il y a tout ça, et nous, on a notre rôle aussi d'informer l'installateur, de dire rassurer le particulier pour qu'on l'aide à comprendre. Mais la vraie solution, en fait, surtout, c'est de ne pas confronter les énergies. J'entendais tout à l'heure la voiture électrique, l'essence, etc. Je pense encore une fois, on estime, nous, que la pompe à chaleur est une vraie solution qui répond vraiment à les problèmes et les besoins qu'on a pour réduire la dépendance. Mais il ne faut pas non plus confronter en disant le gaz c'est interdit, il ne faut plus faire de gaz. Vous voyez, parce que le gaz répond aussi à une solution. Donc l'hybridation est aussi une bonne solution. Vous êtes dans le mix énergétique. Exactement. Mais ça rejoint vraiment, je pense, que ce qu'on disait tout à l'heure, la volonté vraiment de réduire une dépendance. Mais après,
on a aussi besoin de solutions énergétiques mixtes, solaire, bois, on parle de plusieurs choses. Mais c'est vrai que la pompe à chaleur répond vraiment à un gros besoin. Et les clients qui vous appellent en ce moment, c'est des clients qui sont au fioul, par exemple ? Fuel, gaz, qui sont prêts maintenant à franchir le pas. Qui veulent en fait réduire complètement l'abonnement de gaz. Ils se disent, voilà, je vais économiser l'abonnement gaz en passant à la pompe à chaleur. Et surtout, en fait, c'est une solution de chauffage, la pompe à chaleur, qu'on oublie souvent. Donc, on parle de RR, RO. Alors, il y a beaucoup de mots qui circulent, on ne sait plus trop. Mais en gros, tout simplement, il y a deux solutions principales. La RR, c'est la clim réversible, qui fait du chauffage. Et l'aéro, c'est le remplacement d'une chaudière gaz qui chauffe l'eau des radiateurs. Je le vulgarise vraiment pour qu'on comprenne aussi. Bon, mais les pompes à chaleur, ça date pas d'hier. Aujourd'hui, vous dites, vous avez 10 à 15% d'appels en plus ou de commandes. Si les clients ils franchissent le pas, c'est parce que dans leur tête, avant de vous appeler, ils ont déjà fait le calcul qu'à un moment, c'est un investissement aujourd'hui. Parce que c'est un investissement, une pompe à chaleur. Oui, alors il y a deux types de ce que je disais tout à l'heure. Nous, en fait, on ne travaille pas avec le particulier directement. On travaille avec l'installateur, le professionnel. Qui, lui, mais vous savez combien ça coûte quand même ? Comment ? Vous savez combien ça coûte quand même ? En fait, c'est ça le sujet, c'est qu'il y a la pompe à chaleur RR, où là, ça va être beaucoup moindre. Ça va vraiment être on va appeler ça un split. Et vous avez aussi la pompe à chaleur RO. Et là, ça va vraiment remplacer, c'est beaucoup plus, mais ça, c'est vraiment aidé par les aides de l'État. RO, c'est ce qui fait qu'on chauffe aussi. Les radiateurs. On chauffe l'eau des radiateurs avec une RO. D'accord ? Et une RR, c'est vraiment la climatisation que vous voyez. Oui, c'est la clim. La clim, exactement. En l'occurrence, j'imagine que c'est pour RO qu'on vous appelle surtout en ce moment. Non, les deux, parce que, en fait, on en reparlera tout à l'heure peut-être, mais le fait d'avoir des aides qui sont instables avec MaPrimeRénov' et le certificat d'économie d'énergie, fait que en fait, les gens n'osent plus acheter de leur paquet euro parce que c'est beaucoup plus élevé au niveau prix, coût. Et donc nous, en fait, les gens ils vont se rabattre sur la pompe à chaleur RR, qui est vraiment encore une fois, je le précise, une solution qui répond à une solution d'électrification de masse. Mais c'est vraiment ce besoin de services d'accompagnement que nous on va travailler. Et surtout, encore une fois, ça sera une chose que je parlais tout à l'heure. Les certificats d'économie d'énergie posez votre question aux deux élus devant vous. Je pense que on va pas être rassuré sur les ouvertures-fermetures du bureau de MaPrimeRénov'. Vous disiez tout à l'heure les caisses étaient vides et c'est l'argent de l'État, il me semble. Je ne sais pas de bêtises, MaPrimeRénov'. Par contre, les certificats d'économie d'énergie, ce sont les pollueurs-payeurs. Ce sont les entreprises qui polluent théoriquement et qui vont payer. Pourquoi ne pas basculer beaucoup plus vers cette solution-là ? Et en plus, il y a une facilité de paiement. Enfin, il y a plein de bonnes solutions là-dessus. Alors, voilà, Sylvain Berrios. Pollueur-payeur, ça suppose quand même. Enfin, moi, je comprends bien la question qui est posée, mais pollueur-payeur, ça suppose qu'il y a un pollueur. Et on ne peut pas tout faire peser sur l'hypothèse que les pollueurs vont continuer à payer. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'à un moment, ils arrêteront de polluer ? Non, parce qu'il faut faire en sorte qu'ils arrêtent de polluer. On ne peut pas faire reposer l'intégralité d'une politique économique ou d'une politique publique sur l'hypothèse que les pollueurs vont pouvoir continuer à payer. En revanche, là où je suis complètement d'accord, et c'est une absurdité, et c'est même une faute des gouvernants successifs, c'est l'absence de cohérence et l'absence de stabilité dans le dispositif. On a tantôt accéléré, tantôt ralenti, tantôt fermé, tantôt relancé dans des conditions différentes. Et au fond, moi, c'est devenu illisible, pardon. Et je suis très admiratif de votre capacité à suivre les différentes réglementations et à même les expliquer. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, c'était le cas avec le solaire, où on a tué une filière d'abord en l'exposant de façon très très forte, on l'expose à la concurrence, et puis du jour au lendemain, tac, on a tué une filière. Et je pense qu'on gagnerait à avoir une politique de long terme, lisible, par tous, quitte à l'améliorer, quitte à avoir des causes de revoyure, mais pas à avoir ces stop and go qui perturbent complètement les modalités économiques et les modalités pour les consommateurs qui sont complètement perdus dans une situation abracadabrantesque. Oui, là-dessus, c'est vraiment ça le constat. Quand vous regardez les industriels ou quelle que soit les tailles d'entreprise, c'est vraiment d'avoir une vision sur le long terme, parce que ce sont des investissements importants et c'est assez intéressant quand on voit les témoignages, c'est toujours le coût de l'investissement. Ce qui est bien quand vous avez justement une politique de long terme et que vous ne changez pas les réglementations et autres, c'est que forcément vous avez un aspect volume, c'est-à-dire que vous savez que vous allez
allez avoir telle ou telle aide pendant tel ou tel temps de temps. Donc vous savez que vous allez avoir telle ou telle demande. Et donc cette demande va avoir un impact de baisse de prix. Et donc c'est comme ça que vous allez créer un véritable marché. Et ensuite, en effet, le prix de l'investissement va baisser. Et donc si après le prix de l'investissement baisse, vous avez besoin d'avoir des subventions moins fortes. Donc c'est pour ça que la visibilité de long terme, c'est pas seulement quelque chose, c'est vraiment économiquement beaucoup plus efficient si vous voulez mettre en marche une stratégie, notamment d'indépendance énergétique. Thomas Pellerin, Carlin. Mais absolument. Déjà, je suis ravi de voir monsieur le député critiquer la politique de sa propre majorité. Mais vraiment, parce qu'en fait, Emmanuel Macron nous avait promis la planification Sylvain écologique. Berrios, c'est un homme libre. Absolument. Oui. Et non, mais Très libre. Mais c'est important. C'est important que les élus disent la vérité, très clairement. Emmanuel Macron a été élu en 2022 sur une de ses promesses, c'était la planification écologique. Pour planifier, il faut notamment une planification des investissements publics sur la durée. Avoir des choses qui ne sont pas forcément parfaites, mais qui sont au moins stables. Typiquement, MaPrimeRénov'. Et au lieu d'une planification, on a eu une bordélisation des investissements publics pour le climat. Moi, je parlais par exemple avec la maire de Villers-Bocage dans le Calvados. Elle voulait investir dans un réseau de chaleur urbaine. Il y avait le fonds vert qui était prévu pour ça. Au moment où elle monte le dossier, elle dépose le dossier, il n'y a plus d'argent pour le fonds vert. Ouais. Voilà. Donc là, il faut arrêter. Pourquoi est-ce que ça se passe mieux en Espagne ? En Espagne, il y a une politique de gauche qui est menée de manière constante depuis 2018. Ça fait du coup 8 ans que la gauche est au pouvoir en Espagne et qu'elle fait une véritable politique de planification écologique. Et ça permet d'ailleurs la réindustrialisation de l'Espagne. Là où en France, on a continué à perdre de l'industrie depuis 8 ans, en Espagne, ils ont remonté, ils sont même passés devant nous, alors que l'Espagne n'est pas un pays historiquement très industrialisé. Et ils ont conservé, pour l'instant en tout cas, leur parc nucléaire. Ils ont investi massivement dans les énergies renouvelables. Ils ont investi aussi massivement dans les voitures électriques. Ils ont aussi aidé leurs entreprises à basculer sur pompe à chaleur, bois énergie. Effectivement, il y a une pluralité. Il n'y a pas un paradoxe du coup aujourd'hui à aider ceux qui roulent à l'essence en baissant le prix du gasoil de 30 centimes par litre ? Je ne sais pas, idéologiquement, il y avait aussi ce débat à l'époque du bouclier tarifaire de se dire, finalement, les énergies fossiles, on en a besoin, on va vous aider. C'est surtout qu'on ne peut pas... Moi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas, justement, idéologiser la situation. Parce qu'après, on peut se renvoyer la balle. Le solaire, c'était à l'époque de Hollande. Ensuite, il y a la non-planification d'Emmanuel Macron. Mais on peut faire les choses. Je pense que si on est sur une politique de long terme, si on considère qu'on doit créer une indépendance énergétique en France, ça doit être un constat partagé et qu'on doit tous y aller. Moi, je me rappelle que les écologistes et la gauche avaient voulu mettre à bas le nucléaire. Alors, on peut se jeter comme ça à l'anathème en disant « vous avez commis plein de fautes ». Moi, je pense que si on considère que l'objectif stratégique du pays en la matière, c'est une indépendance énergétique, on doit se donner les moyens et qu'on doit être capable de transcender un certain nombre d'idéologies pour pouvoir arriver à nos fins. Parce que sinon, on va passer notre temps à se jeter l'anathème et on ne trouvera absolument aucune solution, ni pour les routiers, ni pour les industriels, ni pour MaPrimeRénov', ni pour notre étudiante. Il faut être capable, à un moment donné, de se poser et de tirer une stratégie sur le long terme qui dépasse nos clivages classiques. Je suis d'accord, mais du coup, disons clairement que, par exemple, sur la question de la voiture, que l'avenir de la voiture est électrique, qu'il faut garder le règlement européen qui a été adopté en 2023, qui pousse les constructeurs automobiles à passer à l'électrique en 2035. Sauf que... Ce règlement, il est en train d'être démantelé, et un des acteurs qui pousse à ce démantèlement, c'est Emmanuel Macron lui-même. Alors, j'espère qu'il va pouvoir apprendre de la situation actuelle. Non, vraiment, il a appelé à ce qu'il appelait une pause réglementaire. Sur Horizon, pas Renaissance. Oui, non, bien sûr. Mais... je préfère le... Non, mais vous voyez, ça fait partie des questions que je voulais vous poser aussi. Est-ce que l'ambition européenne en matière de transition énergétique, elle va vraiment sortir indemne de cette guerre au Moyen-Orient ? Honnêtement, il y avait une partie de la droite qui s'alignait sur l'extrême droite depuis 12 mois. Sur les questions environnementales. Et là, dans les débats qu'on a eus à Bruxelles cette semaine, ils se sont un peu tus. Parce qu'en fait, il y a encore des gens à droite qui sont capables d'avoir un raisonnement économique rationnel. C'est malheureusement plus le cas de la droite française, mais c'est le cas de la droite portugaise, c'est le cas de la droite allemande, c'est le cas de la droite irlandaise, c'est le cas de la droite slovaque. Et ils voient que l'investissement dans l'électrique est rentable. Si on dézoome dans le monde, aujourd'hui, il y a plus en pourcentage de voitures neuves. Le pourcentage de voitures neuves électriques est plus important au Vietnam et en Éthiopie qu'en France. Est-ce que c'est parce que l'Éthiopie et le Vietnam sont plus riches que nous ? Bien évidemment non. C'est juste que c'est plus rentable économiquement là-dessus. En fait, ça fait des décennies qu'on est locataire d'un système énergétique qui appartient à l'étranger.
Parce que quand on dépend du pétrole et du gaz, les deux tiers de l'énergie en France, c'est le pétrole et du gaz. On paye un loyer. C'est quasiment 1 milliard d'euros par semaine qu'on paye aux Saoudiens, aux Iraniens, aux Russes et aux autres. Il faut qu'on devienne propriétaire. Et comme dans le bâtiment, pour devenir propriétaire, il faut emprunter. Pour devenir propriétaire. Mais Anne-Sophie Alsif, je lisais de nombreux experts, beaucoup d'experts craignent que les plans d'électrification qui sont attendus dans les prochains mois en France et en Europe n'accélèrent pas, faute de moyens suffisants, parce qu'on va subir cette crise assez longtemps. Oui, c'est ça vraiment le problème de fond. C'est-à-dire que l'Europe et notamment la France, encore une fois, ce sont des pays qui ont un modèle de consommation et de croissance qui est vraiment basé sur la demande intérieure. Et donc, en effet, la facilité pour avoir un minimum de croissance, c'est en effet beaucoup plus d'avoir une politique de chèque ou une politique budgétaire accommodante. Et donc, de sacrifier, entre guillemets, l'investissement. Et c'est ça un petit peu la conclusion. On l'a vu avec la crise en 2022. Qu'est-ce qu'on a sacrifié? La transition écologique, l'enseignement, l'innovation et la recherche. Et en effet, la vision long terme sur les investissements d'avenir et stratégique. Alors que de l'autre côté, les États-Unis, quelles que soient les déclarations des différents présidents, continuent d'investir massivement dans l'électrification, dans l'éolienne, dans le solaire et bien évidemment produisent du gaz et du pétrole de schiste parce qu'en plus derrière il y a la révolution de l'intelligence artificielle et la Chine pareil avec une politique de planification. Donc c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'on a vraiment chez nos concurrents une vision de l'investissement productif qui est très important, qui est sur le long terme, alors que bien sûr chez les États-Unis c'est pas du tout le même système. Vous le voyez dans d'autres pays, même d'Amérique du Sud ou des pays asiatiques. Donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette vision d'investissement de long terme, à mon sens, c'est vraiment ça qui, on va dire, nous tue, en tout cas, nous coupe de compétitivité par rapport à ses partenaires. Vous voulez que je vous présente un visionnaire? Rémi. Où êtes-vous, Rémi? Vous avez un micro. Suis là. Bonsoir, oui. Rémi. Bonsoir. Alors, Rémi, vous êtes informaticien, vous habitez à Saint-Marcel, c'est dans l'Eure. Et vous vouliez être là ce soir pour nous raconter votre transition énergétique à domicile. C'est-à-dire que vous avez domotisé toute votre maison, vous avez installé des panneaux solaires. Et la hausse du gaz et du fioul, en fait, elle passe, mais très au-dessus de votre tête et de votre toit, en fait. Exactement, exactement. Alors moi, je tiens à souligner que j'ai fait tout mon projet sans aide. Moi, je voulais pas d'aide parce que je trouve ça compliqué. J'ai l'impression, je ne comprends rien. Voilà. Donc j'ai fait tout mon projet. Bienvenue parmi nous. Voilà. Donc à souligner, moi, je suis pas professionnel non plus. Je suis vraiment un amateur de chez amateur. Donc, Donc vous avez fait vos propres recherches. Exactement. J'y suis allé tranquillement. J'ai acheté 2 panneaux solaires. Ça Il y a marche. longtemps? Il y a 6 ans. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est simple. Vous prenez une prise électrique, vous installez vos panneaux solaires, vous les branchez, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'électriciens qui viennent. Il y a juste une déclaration à faire à EDF que vous avez des panneaux solaires parce que vous produisez. S'il y a une coupure, il faut faire attention. Mais c'est hyper simple. Je me suis dit, mais ça paraît trop beau pour être simple. Pour être vrai. Pour être vrai, exactement. Et donc, j'ai continué. J'en ai installé d'autres, jusqu'à aller jusqu'à 3 kWh, ce que j'ai le droit, pas plus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui consomme dans ma maison? Donc là, j'ai commencé à faire des recherches et à regarder un petit peu qu'est-ce qui consomme. C'est le chauffe-eau qui consomme beaucoup et le chauffage. Le chauffe-eau, simple, un petit routeur solaire, tout ce que vous consommez en trop, hop, directement dans le chauffe-eau pendant la journée. Alors, s'il ne fait pas beau, vous ne pouvez pas prendre de douche? Pardon, je n'ai pas de panneau Il est solaire. un petit peu intelligent, c'est-à-dire que s'il voit qu'il n'y a pas assez d'eau chaude, automatiquement la nuit, il s'allume un petit peu. Quoi d'autre? Oui, aussi le chauffage. 2 ados à la maison, ça allume le chauffage, mais ça n'éteint pas le chauffage quand ça part. Donc il faut être un petit peu malin. C'est là que j'ai commencé à domotiser. C'est que je me suis dit, l'objet qui ne quitte jamais, le téléphone portable, il y a une petite puce à l'intérieur, il sort de la chambre avec le téléphone, le chauffage s'éteint automatiquement. Donc c'est pratique, comme ça ils n'ont pas à trifouiller le thermostat qui est compliqué, on ne sait pas comment ça marche, on le met trop fort. Et donc je suis arrivé à 70% d'économie d'énergie. Ah oui, c'est-à-dire, pour nous donner un exemple en chiffres, vous dites 70% d'économie, mais votre facture d'énergie, elle a diminué de combien d'euros sur un an? 300 euros. Avec 2 ados à la maison, c'est 300 euros par mois à peu près, de facture d'électricité. Pardon. Et là, je ne paye plus que 100 euros. Donc c'est une grosse démarche. Pour un investissement au départ de combien finalement? Alors moi c'est un investissement, si je devais refaire aujourd'hui tout mon équipement, j'ai calculé, ça me coûte 2 000 euros. C'est un investissement de 2 000 euros pour tout réduire, cette énergie. Mais vous avez des gains sur le long terme, c'est déjà amorti là? Oui, c'est amorti et il y a d'autres projets. Par exemple, les voitures électriques, en fait, c'est une grosse batterie. Il faudrait peut-être demander aux constructeurs qu'on puisse tirer sur la batterie de notre voiture
La nuit, quand on ne consomme pas, il y a les batteries aussi à installer. Il y a plein de choses à faire. En fait, moi, ce que je retiens de tous vos témoignages, c'est qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, mais il faut de l'information et de la stabilité aussi, sans doute. Et de l'énergie décarbonée, que vous avez oublié. Et de l'énergie quand même essentiel. Évidemment. Il y a quand même une volonté d'investir de façon massive. Il ne faut pas imaginer, et c'est un peu le cas, c'est un peu votre cas, vous avez d'abord investi et vous avez récupéré après. Et en fait, c'est la clé de tout, cet investissement productif. C'est un petit État, n'est-ce pas? Visionnaire. La très bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes les solutions en France pour devenir propriétaire de notre système énergétique et protéger notre pouvoir d'achat. Il faut juste avoir une vision à long terme. Voilà, ça fait du bien de se parler comme ça. Un grand merci à vous tous d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Vous la retrouvez aussi, et tous les anciens numéros, sur lcp.fr. Si vous souhaitez faire partie du public pour nos prochaines émissions, je vous invite à vous inscrire sur lcp.fr ou en flashant le petit QR code qui va apparaître. Lundi, c'est l'ami Francis Letellier que vous retrouverez à 19h30 pour l'Indice C'est Politique. Il recevra Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. Chaque Voix Compte revient mardi à 19h30. Et tout de suite, ne manquez surtout pas sur LCP, en immersion, émission spéciale élection municipale avec 2 documentaires dans 2 des villes clés du scrutin, Roubaix et Toulon. Les candidats nous ont ouvert les portes du scrutin. C'est avec Elsa Mondingava et c'est dans un instant. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à mardi.